Michael, merci beaucoup pour cette invitation. Donc effectivement, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ces projets et surtout des enjeux épistémologiques qu'il y avait derrière le projet, derrière la volonté d'utiliser des outils d'intelligence artificielle ou d'apprentissage machine, hein, plus généralement, pour traiter des corpus massifs et la manière surtout dont on pouvait envisager ça en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, en tant qu'archiviste, en tant que conservateur, et pas seulement en tant qu'utilisateur de technologies qui nous seraient, d'une certaine manière, fournies clé en main sans qu'on comprenne vraiment comment elles fonctionnent et comment on peut se les approprier. Le but de tous ces projets, c'était véritablement de réfléchir ensemble avec les ingénieurs, avec les informaticiens, comme vous disiez, les archivistes, conservateurs, enseignants-chercheurs, sur la manière dont on pouvait co-construire ensemble ces outils-là de manière à ce qu'on développe des outils qui soient adaptés véritablement à nos enjeux, à nos problématiques de recherche, et pas seulement utiliser des objets et des outils tels qu'ils existaient. Donc, j'ai développé l'idée que les accès, les formes d'exploration qui sont permis par les outils de segmentation automatique de pages, de reconnaissance de textes et d'images, de recherche de similarité, de visualisation dynamique de données, l'entraînement de modèles textuels et graphiques avec des outils comme ChatGPT ou Stable Diffusion, conduisent à vraiment l'émergence d'une mémoire artificielle qui redistribue les savoirs, qui redistribue les manières d'accéder aux traces du passé, et que ces outils doivent vraiment être pensés comme des acteurs nouveaux avec nous aussi dans la manière de sélectionner, de traiter, de diffuser les données culturelles. Donc, je vais vous parler de deux projets et de deux cas d'études particuliers qu'on avait dans ces projets. Le premier projet, donc, c'était un projet de boîte à outils d'intelligence artificielle et on a travaillé sur une personnalité particulière qui était Élie Kagan. Élie Kagan, qui était un photographe, un photoreporter des années 1960-1980 qui était spécialiste en particulier de toutes les manifestations, de toutes les contestations politiques. Donc, il a été connu en particulier pour être l'un des seuls à avoir couvert en 1961 les manifestations et les brutalités policières qui avaient conduit à la mort de beaucoup de manifestants algériens. Et dans toute sa carrière, il a produit des dizaines et des dizaines de milliers d'images, puisqu'il sortait, il photographiait tout. Il avait son appareil photo, c'était son œil véritablement. Et donc le matin, il se levait, il photographiait sa famille. Il sortait pour aller à une manifestation, il photographiait sur le passage les différentes personnes, lieux qu'il rencontrait. Il faisait son travail de reporter et en soirée, il allait encore photographier des acteurs, des scènes musicales, etc., etc. Et il a légué en fait à la Contemporaine, qui est une grande bibliothèque d'histoire qui est située dans l'université Paris-Nanterre, euh, voilà, quasiment une centaine de milliers de clichés, dont 50 000 environ ont été numérisés. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces dizaines de milliers de photographies qui sont extrêmement hétérogènes, qui ont qui sont des objets tout à fait intéressants, mais on n'a quasiment pas de porte d'entrée pour comprendre ce qu'il y avait dedans. Parce que la manière dont le fond a été structuré a repris en fait la structure même des archives de Kagan. Kagan, en fait, il avait travaillé en fait avec son épouse pour réutiliser ces photographies dans le cas où il avait besoin de les vendre à des journaux. Donc l'archive a été structurée de telle manière que on mettait les bobines dans des pochettes en disant telle bobine, c'était manifestation Paris 1961, mars 1961 par exemple. Mais c'était à peu près tout. Et la quasi-totalité contenu véritablement intellectuel ou matériel de ces photographies n'était pas documenté par ce processus, par des données ou des métadonnées. D'autant plus que, comme je vous le disais, il ne photographiait pas seulement une chose lorsqu'il allait utiliser une bobine de film. Dans la bobine de film, en fait, il y avait la totalité de sa journée ou des différents moments qu'il avait photographiés. Et donc, lorsqu'on allait voir une bobine qui avait été notée, documentée comme manifestation de 1961, à l'intérieur, on pouvait voir un enfant qui prenait son petit déjeuner, des personnes qui étaient allongées par terre dans la rue, des images d'architecture, etc., etc. Donc en réalité, on ne savait pas ce qu'il y avait dans ce fond. Et l'autre problème, c'est que ce fonds a été structuré dans une logique bibliothéconomique, puisqu'il s'agissait de donner l'accès, déjà d'archiver, de rendre pérenne l'archivage de ces données, de ces photographies, et puis d'en donner accès selon une certaine logique. Or, justement, le problème, c'est que l'archivage tel que le pratiquait Kagan, cet archivage personnel,
il repose en réalité sur une pratique active de la mémoire. Il s'agissait pour lui non seulement de conserver l'ensemble de sa production, mais aussi d'en permettre la réutilisation. Et sa mémoire personnelle et sa mémoire archivistique s'articulaient justement pour permettre cette remémoration. C'est-à-dire que l'archive telle qu'elle existait pour Kagan, n'était opérationnelle que parce qu'il avait lui-même la propre mémoire de ce qu'il avait fait, qu'il l'avait réorganisé, qu'il avait une certaine vision, une certaine représentation de cette archive. Et cette archive, elle s'est construite justement par ces effets de rétroaction entre sa mémoire personnelle qui se reconstruisait au fur et à mesure de sa pratique et la manière dont il l'archivait et dont il la réutilisait au fur et à mesure. Du coup, lorsqu'on hérite comme ça d'une archive sans la personne qui l'a construite, on a une archive d'une certaine manière morte. On a une archive où il manque une grande partie en fait de toutes les pratiques et de tous les effets mémoriels et de remémoration et de structuration qui permettaient effectivement son utilisation. L'archivage traditionnel, bibliothéconomique traditionnel, efface justement tout ceci. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de retrouver le sens et la valeur de chaque cliché qui provenait justement de ce réseau de mémoire de niveaux divers, de la communication entre mémoire personnelle, mémoire sociale, mémoire culturelle, de cette interconnexion qui permettait la remémoration. Cette remémoration qui permettait de retrouver des clichés pertinents pour illustrer certains événements, de comprendre les actions de certains groupes politiques, de contrebalancer la mémoire officielle à la lumière des événements passés, etc. etc. Lorsqu'elle est entrée dans une institution comme la contemporaine, son archive a perdu donc, cette connexion avec la mémoire personnelle. Elle est traitée selon des protocoles, elle est insérée dans un système d'archivage qui permet sa conservation et sa consultation, qui ouvre de nouvelles potentialités, mais qui enferme d'autres. Et donc l'archive dans l'institution, elle est toujours en attente d'une nouvelle mise en contexte qui lui redonne sens. Et le fait que là, on soit face à une archive d'une telle ampleur, une vie entière de photographies, d'une telle diversité, empêche véritablement d'avoir une vision d'ensemble, ou plutôt crée autant de visions du fond qu'il y a de lecteurs ou d'utilisateurs ou de chercheurs dans le fond. C'est-à-dire qu'évidemment, cette archive, je ne vais pas dire que personne ne la connaissait, parce qu'au contraire, par exemple, il y a eu des archivistes qui ont travaillé pour l'archiver, il y a eu des personnes, des conservateurs qui ont travaillé pour en faire des expositions, mais à chaque fois, ils ont parcouru une partie de cette archive, ils en ont construit leur propre représentation, leur propre parcours, mais ce parcours, ils ne peuvent pas vraiment le transmettre parce que c'est là aussi la construction personnelle de leur propre mémoire et la manière dont elle s'articule avec l'archive. Donc la question qu'on s'était posée avec ce projet de boîte à outils d'intelligence artificielle, c'était comment est-ce qu'on peut recréer des réseaux entre les objets qui composent cette archive et recréer des liens avec le monde social. Comment passer de l'ordre documentaire au désordre vivant du monde social. Et l'idée, c'était que les outils d'apprentissage machine, en particulier les outils de vision machine, offraient des moyens puissants d'analyse automatique des images et des fonds numérisés qui permettaient justement, par une approche outillée, de voir autrement ces archives. Alors, pour vous donner simplement rapidement une petite idée du projet ModoOps, que vous pouvez aller le voir, on a un site internet et un dépôt GitHub sur lequel les différents outils qu'on a produits sont disponibles pour une utilisation. Donc ce projet, il partait justement de cette idée que devant le caractère massif des numérisations, en particulier des numérisations qui sont disponibles dans des institutions comme la BNF, où désormais on a des millions d'images, d'ouvrages, de périodiques qui n'ont souvent jamais fait l'objet d'analyse, qui représentent une espèce d'énorme patrimoine invisible. On a des nouvelles formes de mémoire du passé qui restent en grande partie incompréhensibles pour le chercheur isolé, parce qu'il ne peut pas voir tout simplement des millions d'images à la suite. Et avec les nouveaux outils d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine, on pouvait automatiser en partie l'analyse de ces corpus, mais que le gros problème, c'était que les outils qui étaient proposés à l'utilisation aujourd'hui étaient pour une grande partie des outils produits par les GAFAM qui orientent les recherches dans une volonté davantage commerciale que épistémologique ou de recherche. Et en plus de ça, on avait le gros problème des difficultés pour les chercheurs de s'approprier
ces nouvelles technologies, parce que très souvent, on a besoin d'avoir des ingénieurs. Ça peut être très difficile de dialoguer avec les ingénieurs, et les ingénieurs, on a besoin de les payer aussi, et on n'a pas toujours le financement pour les payer. Et c'est un des gros problèmes de ces différents projets, c'est qu'on est financé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et au bout de ce temps-là, ben, qu'est-ce qu'on fait si l'ingénieur part? Et c'était lui qui était justement la mémoire de l'utilisation de ces outils. Comment on va le faire? On a le même problème qu'avec Kagan, on n'a plus Kagan, qu'est-ce qu'on fait avec les archives? Là, on a des outils, mais on n'a plus personne pour les faire fonctionner. Donc, ce qu'on voulait, c'était produire des outils faciles d'utilisation qui permettaient à des équipes, mais aussi au grand public, de s'approprier ces méthodes et ces techniques et de généraliser les usages au sein des communautés scientifiques. Donc le projet était double, c'était à la fois produire les outils, mais produire aussi la culture qui allait avec les outils, de manière à ce que les chercheurs, les archivistes, les conservateurs qui travaillaient avec nous soient aussi impliqués dans la création de ces outils, qu'ils soient facilement compréhensibles et qu'ils puissent faire l'objet de transmission ensuite plus largement auprès de leurs étudiants, dans le cadre de différentes formations, etc. Et puis que ça puisse être intégré aussi en particulier dans des grilles de services, par exemple la grille de service de l'infrastructure Humanum en France qui nous aide beaucoup à donner, enfin, en appui justement à la recherche en humanité numérique, et que ça puisse faire l'objet d'une intégration, par exemple, dans les formations de master ou de doctorat. Alors, c'est pour ça qu'on est aussi en dialogue, par exemple, avec le Data Lab de la BNF. Donc, Data Lab qui est aussi un lieu qui est construit pour utiliser des outils au sein de collections de la BNF, de manière aussi à ce que ces différents objets qu'on va créer ces différents outils qu'on va créer puissent aussi être appropriés par les conservateurs de la BNF pour une transmission dans ce cadre-là. Alors, ce qu'on a développé, du coup, c'était en particulier un protocole, puisque l'idée, c'était qu'il ne s'agisse pas de réinventer non plus des outils qui existaient déjà. Il s'agissait de faire en sorte que les outils qui marchaient déjà plutôt bien et qui étaient utiles, on puisse les intégrer dans une série de protocoles euh, complètement mis en forme, de manière à ce qu'un chercheur, quand il a un projet de recherche, il puisse suivre ce protocole de manière à savoir exactement à chaque moment de la chaîne de traitement ce qu'il doit faire, quel outil il doit utiliser. Et donc les différents outils devaient pouvoir accepter en entrée des données qui avaient été produites par l'étape précédente et faire des sorties qui allaient pouvoir être utilisées à l'étape suivante. C'était aussi un des problèmes qu'on a vu quand on travaillait avec ce genre d'outils, c'est que très souvent les outils existaient, mais ils étaient complètement ouverts sur le genre de données qu'ils allaient accepter et les données qu'ils allaient produire. Et très souvent, les gens ne savaient pas finalement ce qu'ils voulaient comme données. Là, tout est à peu près cadré de manière à ce que ce soit le plus interopérable et le plus réutilisable possible. Alors, et pour vous donner une petite idée, on avait pas seulement en fait le projet Kagan, on avait plusieurs corpus différents, puisque l'idée c'était aussi de pouvoir faire travailler en commun des gens qui venaient donc à la fois du monde des bibliothèques, des institutions patrimoniales, de l'histoire de l'art, de la littérature, de la pédagogie, sur des objets qui pouvaient les intéresser pour avoir des approches qui soient le plus interdisciplinaires possible. Et ça impliquait aussi, du coup, ça permettait justement d'avoir une discussion très large sur ce qu'on voulait faire comme traitement sur ces objets. Donc, une partie du corpus était constituée par des objets hybrides qui étaient les manuels scolaires, dans lesquels on voulait analyser le texte, les évolutions idéologiques, les représentations de l'histoire, du territoire, le rôle de l'image dans l'éducation. Alors, je ne vais pas vous le montrer là, mais d'ailleurs, on a produit du coup une espèce d'analyse des romans scolaires de la fin du 9e siècle, dans lequel on a pu reconstituer automatiquement les parcours des personnages à travers la France ou à travers le monde, et puis repérer aussi de manière automatique, par reconnaissance d'entités nommées, les différents personnages historiques qui étaient représentés pour pouvoir faire des statistiques sur la manière dont, selon le roman, selon les époques, selon les éditeurs, selon les auteurs ou les autrices, on choisissait des personnalités différentes et comment évoluait justement la représentation de quelqu'un comme Napoléon, par exemple, dans l'histoire de France. Et donc l'autre objet, c'était ce fonds de photographie numérisée d'Edith Kagan, dont je vous ai parlé. Il s'agissait de travailler non seulement du point de vue du fonds numérisé lui-même, mais aussi par rapport à la presse, parce que c'était un photographe de presse, un photoreporter, et donc ce qui nous intéressait particulièrement, c'était de savoir comment ces images-là circulaient dans la presse, comment est-ce qu'elles étaient reprises, comment est-ce qu'elles étaient recadrées, qu'est-ce qui circulait ou pas, quel était le processus de sélection qui faisait que certaines images étaient reprises et d'autres pas. Donc, on a travaillé en particulier avec un ingénieur qui s'appelle Cyril Bruno, qui désormais fait
une thèse sous ma codirection justement sur la question de la transmission des valeurs dans les manuels scolaires entre le 19e siècle et aujourd'hui. Et on a fait plusieurs essais avec des différents outils pour voir ce qu'on pouvait faire pour travailler ce corpus-là. Donc, je vais me concentrer là sur le corpus de Kagan. On a travaillé en particulier avec un des premiers outils qu'on a utilisé. C'est un outil qui s'appelle Snoop, qui a été développé par Olivier Buisson et plusieurs de ses doctorants. Un outil qui permet justement de vectoriser à la volée des images de manière à reconnaître des images similaires. Alors, et ça a permis, par exemple, c'est le genre de choses que vous pouvez faire très facilement, c'est de voir des motifs récurrents dans le corpus d'images de Kagan. Alors là, vous voyez, voilà, je vous ai mis des images de croix gammées ou des images de faucilles et de marteaux. Lorsqu'on a une image qui contient un élément qui nous intéresse, on peut la lancer dans la machine et elle va chercher, par rapport à toutes les images vectorisées où les motifs ont été reconnus de manière semi-automatique, elle va pouvoir sortir toutes les images qui contiennent le motif. Et on peut aussi retravailler la machine, enfin retravailler la sélection à la volée en disant, par exemple, là vous voyez sur le côté, il y a des images qui sont entourées en rouge, c'est parce que je les ai sélectionnées en disant non, en fait ça ne contient pas le motif que je cherche. Et au fur et à mesure, ça va améliorer la reconnaissance jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui fonctionne. Ça, c'était un outil très intéressant, justement. Donc, je vous disais, là, on a plus de 50 000 images qui sont répertoriées. En quelques clics, on repère automatiquement toutes les images qui contiennent certains contenus. C'était particulièrement intéressant lorsqu'on travaillait sur un corpus comme celui de Kagan, parce que Kagan, il travaillait particulièrement sur la sémiotisation de l'espace public, sur la représentation des signes dans l'espace public. Il prenait en photographie tous les graffitis qu'il voyait, par exemple, et il prenait beaucoup en photographie justement tous les sigles, les affiches, etc. Donc, avec la manière dont il photographiait les banderoles, les enseignes dans la rue aussi, il photographiait beaucoup les enseignes, les journaux, il photographiait les stands de journaux où les gens en train de lire, les périodiques, etc. On peut documenter cette circulation des signes dans l'archive et voir aussi comment est-ce qu'elle se reconstruit. Parce que là, vous avez des images qui ont effectivement été prises les unes à côté des autres, et il y a des images, au contraire, qui ont plusieurs années, voire des dizaines d'années d'écart. Donc cette méthode permet de reconnaître des signes graphiques récurrents et de documenter, par exemple, la montée de l'antisémitisme, qu'on voit bien, et qui inquiétait particulièrement Élie Kagan, qui était lui-même juif, et qui repérait toutes ces croix gammées taguées sur des tombes, des vitrines, détournées par des graffitis ou par des affiches. Là, vous avez Tixier où les X a été remplacé par des croix gammées. Alors, ce qu'on a fait, parce que l'idée, c'était pas seulement de pouvoir repérer tout ça, c'était de pouvoir valoriser et partager ces connaissances. Donc, une des réalisations les plus intéressantes du projet, que vous pouvez aller voir, d'ailleurs, elle est sur le site du projet, vous avez un lien vers cette borne, donc qui est une borne interactive, qui était présentée au départ dans le cadre de l'exposition Élie Kagan qui avait eu lieu à la Contemporaine, et qui permettait justement, à la fin de l'exposition, d'entrer et d'explorer les contenus d'Élie Kagan d'une autre manière. Donc d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a montré une sélection et une certaine éditorialisation du contenu des images de Kagan à travers l'exposition, essayer de proposer aux visiteurs de rentrer par eux-mêmes, selon leurs propres questionnements et selon leurs propres intérêts, dans l'archive. Et donc il y avait trois grandes formes d'exploration possibles. Il s'agissait là aussi de faire des choix par rapport à ce qui était possible ou pas de représenter, et ce qui tournait aussi sur le vieil ordinateur qu'il y avait derrière la borne. C'était une autre question. Donc on avait une première approche qui était l'approche thématique. Ah oui, alors là, est-ce que je peux cliquer pour sortir? Bon, alors ce sera peut-être trop compliqué. Attends, oui. Est-ce que j'ai des petites présentations? Non, j'ai pas de petites présentations. Bon, je vous laisserai aller voir la borne dans ce cas-là. Donc, on avait une exploration thématique. En gros, on a extrait. C'est pas grave. Ouais. Oui, ils pourront aller voir. Donc, on avait
Une, on pouvait les voir de manière thématique. Donc, on allait voir, en fait, donc là, c'est simplement, on a fait une extraction des termes qui étaient le plus souvent présents dans le catalogue lui-même. Donc, c'est une simple évaluation statistique des termes qui étaient le plus souvent présents et qui étaient reliés directement aux bobines qui correspondaient. Et là, ça permet de voir à la fois de quoi Kagan parlait et puis qu'est-ce qu'il y avait derrière ces thèmes dans les bobines. Et là, on peut voir qu'effectivement, derrière meeting, par exemple, qui est le mot qui revient le plus souvent, on a énormément de meetings, mais on a aussi des images qui correspondent plus ou moins au sujet. Deuxième élément, ce qu'on permettait, c'était d'étudier les circulations. Et ça, c'était quelque chose qui m'intéressait particulièrement, puisque l'intérêt, c'était de pouvoir voir, comme je disais tout à l'heure, comment est-ce que ces images voyageaient dans la presse. Et donc, on a utiliser des algorithmes de reconnaissance automatique de similarité sur la totalité des images du fond et sur tout un ensemble de photographies qui avaient été extraites automatiquement. Et je reviendrai un petit peu très rapidement sur la manière dont on a extrait ces images, justement, pour voir quand est-ce que Kagan était publié à partir de périodiques où on savait qu'il avait été collaborateur, en particulier Droit et Liberté, où il était le photographe officiel en fait de Droit et Liberté. Donc là, il était payé par le périodique. Et là, de la même manière, donc, on a pu retrouver comment certaines images circulaient ensuite. Et donc, pour chaque image, vous avez l'image originale telle qu'elle est dans le fond, et puis sa réutilisation, avec évidemment des effets, comme je vous le disais, de recadrage, de collage, qui permettent de contrebalancer la manière et de voir la manière dont l'image était éditorialisée dans le périodique. Et ce qu'on a trouvé intéressant aussi, c'était de montrer les autres images issues de la même pellicule, parce que c'est là aussi où on se rend compte, on peut vraiment se rendre compte du processus de sélection qui fait que certaines images sont considérées comme intéressantes et font l'objet d'une appropriation par le périodique, et d'autres images pas du tout. Et ça permettait aussi de documenter en fait le travail du photographe. Et là, je vais peut-être vous montrer simplement, voilà, je vais revenir à la présentation. Si je reclique là-dessus, ça va marcher. Ah, mais oui. Hop. Là, est-ce que ça partage ou pas? Ah, super. Donc, pour dire simplement très rapidement hein, comment c'était fait, donc on avait euh, développé un algorithme d'extraction automatique des images et des illustrations à partir d'outils qui existent déjà hein, de segmentation des images. Mais l'idée là, c'était vraiment de spécialiser l'outil, de réentraîner des modèles pour qu'ils soient efficaces sur des images de presse. Et c'est un objet en fait qui est extrêmement complexe, non seulement à cause de l'évolution des pratiques de mise en page, et je reviendrai tout à l'heure sur un autre projet sur la manière justement dont ça nous a amené à réfléchir sur ce que c'était que la culture de la mise en page en réalité. Donc l'utilisation des outils en fait a des implications tout de suite en fait dans la recherche et dans l'histoire même des médias. Et donc il fallait on est parti d'un protocole pour essayer d'améliorer la reconnaissance automatique des formes telles qu'elles étaient présentes dans les modèles qu'on pouvait utiliser. Et pour ça, on est parti de quelque chose qui était très intéressant, plutôt que d'annoter manuellement nous-mêmes les différentes paginations. Parce que l'idée, c'est que si on veut entraîner un modèle pour faire une certaine tâche, il faut lui produire des exemples de la tâche en question, de manière à ce qu'il puisse intégrer cet entraînement dans le modèle. Et donc, théoriquement, d'habitude, on va demander à des internes ou des vacataires d'annoter, d'encadrer toutes les images sur des pages et on va fournir ça à la machine de manière à ce qu'elle soit préentraînée. Là, on s'est dit, on a déjà en réalité cette information qui est déjà présente parce que la segmentation des pages, elle a été faite par certaines institutions comme la BNF qui propose des dumps de données massives qu'on peut réutiliser et réintégrer. Et là, par exemple, dans Gallica, on a l'Excelsior en particulier, donc, qui était un des grands journaux photographiques, le premier grand journal photographique français, qui a été entièrement traité en OLR, donc c'est en
en reconnaissance automatique de la mise en page, non pas par des outils d'apprentissage artificiel, mais par un entraînement humain. C'est-à-dire que chaque zone, là vous voyez un petit peu sur le côté, chaque zone différente des pages a été assignée à un type d'objet, donc titre, sous-titre, article, table des matières, illustration, etc. Et on a des dizaines de milliers de pages qui ont déjà été annotées de cette manière. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré les fichiers XML qui présentaient cette annotation et on a entraîné un modèle de reconnaissance des images dans les périodiques photographiques à partir de cet objet-là, parce qu'il était très proche des périodiques qu'on voulait traiter. Parce que, voilà, comme vous avez vu avec droit et liberté tout à l'heure, là, les différentes pages, c'est à peu près le même genre de mise en page. Euh, un des enjeux aussi du projet, c'était justement de pouvoir produire ces différents modèles et de les donner à disposition des enseignants et des chercheurs. Et donc, tous les modèles qu'on a utilisés, qu'on a créés dans le projet, sont disponibles sur le GitHub du projet. Et ce qui est aussi disponible, c'est le réentraînement du modèle. Donc, si vous avez vos propres données et que vous voulez faire euh, entraîner des nouveaux modèles sur un corpus qui est un petit peu différent, ou si vous voulez améliorer les résultats par rapport à un corpus un petit peu différent, tous les outils sont là pour faire sa propre annotation et réentraîner le modèle de manière à ce que par transfer learning, vous n'ayez pas à faire tout un long travail de réentraînement, mais que ça aille relativement vite. Et ça a permis, donc, comme je vous disais, de repérer pas mal de circulation des images. Donc là, vous avez par exemple un travail de remédiation journalistique qui peut être documenté par ce biais-là. Là, c'est une image intitulée 10 000 personnes ont défilé le 23 avril devant le mémorial du martyr juif inconnu. Une photo en une qui dialogue avec le sous-titre du journal, hein, contre le racisme et l'antisémitisme pour la paix. Donc là, vous le voyez en situation à gauche. Euh, et là, avec tout un texte explicatif. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le recadrage, par exemple, par rapport au négatif, hein, donc, que vous avez à droite. Toute la partie droite de l'image, qui est en fait la corniche sur laquelle le photographe a photographié, depuis laquelle le photographe a photographié la réunion, et l'immeuble en arrière-plan sont complètement effacés pour faire de la foule le sujet principal. Et ce qui est intéressant, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de pouvoir voir quelles sont les autres images qui sont présentes dans la même bobine au même moment. Et là, on a tout un ensemble de négatifs qui vont permettre de comprendre en fait le choix de cette image parmi les clichés et la manière même dont le photographe travaillait, puisqu'on le voit hissé à différents endroits, qui prend des photos depuis différents lieux, et on voit aussi les autres photographes, les autres photoreporters en action, qui évidemment sont des éléments qui ne seraient pas intéressants, qui ne seraient pas repris par le média lui-même, mais ça permet donc de documenter son travail. Cette éditorialisation, elle passe aussi souvent par le montage, hein, comme je vous le disais, où il y a plusieurs photos qui sont mises en regard pour montrer les différentes facettes d'un événement ou pour construire une espèce d'argumentation graphique, hein. Là, vous avez un affichage ici par 5 clichés différents qui définit des parcours signifiants à travers les photographies. Euh, alors, ce que ça démontre, hein, ce travail sur ces archives, c'est que les photographies, ces images, elles ne sont jamais signifiantes par elles-mêmes. C'est vraiment l'archive entière et plus globalement l'archive en tant qu'elle est articulée avec des pratiques personnelles, institutionnelles, corporatives, médiatiques, politiques, qui fait sens. Autrement dit, l'objet de l'histoire ou de la mémoire collective, ce n'est jamais la trace isolée, mais c'est le réseau dynamique que des séries de traces forment dans le temps, les connexions qu'on peut reconstruire depuis notre présent entre ces objets et nos propres interrogations. Et cette approche numérique, elle permet justement une forme de remémoration outillée. Elle recrée des connexions sur un mode analogique entre les objets qui ont été archivés. Alors, il y a un outil qui est particulièrement utile pour faire ce travail de reconnexion. Mais je crois que oui, non, j'ai pas ça va aller beaucoup plus vite parce qu'il faudrait que je ressorte, etc. Donc, je vais continuer plutôt sur un autre. Qui est un projet qui découle un petit peu
également du projet de boîte à outils numérique et d'une rencontre avec Daniel Folliard qui travaille lui sur l'histoire de la photographie dans le monde anglo-saxon en fin 19e, début 20e siècle. Et donc avec Lee Jayan qui est professeur dans l'université de Loughborough, on a créé tous les trois ce projet sur Visual AI and Early Conflict Photography. Et donc le but, c'était de pouvoir justement utiliser le genre d'outils qu'on avait pu développer auparavant dans un projet de boîte à outils numérique sur un objet particulièrement sensible, qui était celui de toutes les archives photographiques des guerres coloniales qui avaient donné lieu, parce qu'on était dans la première photo-inflation, le premier moment où les gens avaient des appareils photo de manière très simple et où non seulement les armées avaient commencé un travail de documentation systématique de leur campagne, mais les soldats eux-mêmes emportaient leur propre appareil photo et prenaient des photographies sans être contrôlés par l'institution. Alors, je ne vais pas revenir en détail, certains d'entre vous en ont déjà entendu parler jeudi sur les enjeux de ce projet qui est financé par le Arts and Humanities Research Council du côté anglo-saxon, par le LABEX, les passés dans le présent et l'ANR du côté français et par l'université Paris-Cité, et qui met en lien beaucoup d'institutions. Donc l'idée du projet, c'était vraiment de pouvoir travailler avec tout un ensemble de partenaires qui avaient des archives qui étaient pour l'instant complètement en silo, puisqu'on avait, vous voyez, à la fois le musée du Quai Branly, les archives nationales d'outre-mer, la contemporaine, qui a tout un ensemble de fonds de photographie de guerre, l'Imperial War Museum, la National Library of Scotland, la Wellcome Collection, autant d'institutions qui ont leur propre archives de ces différentes photographies des conflits coloniaux, mais qui ne sont absolument pas reliées entre elles et qui ont chacune leurs propres outils, leurs propres protocoles de traitement de cette mémoire. Et donc le but du projet, c'était de pouvoir défaire les silos, relier toutes ces institutions et toutes ces collections ensemble et pouvoir travailler justement à recréer du lien, à recréer des parcours dans cette énorme archive, puisque là on parle de plusieurs centaines de milliers d'images qui étaient dans des états de traitement et de description très 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 différents. Par exemple, la Wellcome Collection a fait un travail très précis de description à la pièce de chacune de ces photographies, qui fait que pour chaque image, vous avez les auteurs, une description produite par un être humain du contenu de l'image, le type de reproduction utilisé et tout un ensemble de métadonnées extrêmement intéressants, avec en plus déjà du côté de la Wellcome Collection des premiers traitements en images en machine vision, puisqu'ils ont un ingénieur qui travaille sur leur collection et pour chaque image, par exemple, ils vont proposer déjà des images similaires qui sont dans leur collection lorsque vous allez sur leur page numérisée. Et de l'autre côté, une institution comme le Service historique de la Défense, qui est l'organe officiel justement de l'archivage de la mémoire de l'armée française, qui, lui, n'a aucun programme de numérisation en cours. Ils ont des images qui n'ont jamais fait l'objet de descriptions précises, et ces images sont dans des boîtes qui sont décrites uniquement au niveau de la boîte et pas à la pièce. Donc on sait qu'on a une boîte qui contient des images de campagne en Algérie, par exemple, mais c'est tout. Et qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Donc l'idée d'Icon, c'était justement, étant donné qu'on allait pouvoir construire des modèles qui pouvaient utiliser des données existantes, comme j'ai montré tout à l'heure, par exemple, avec le cas de l'Excelsior, d'entraîner des modèles à partir des données là où on en avait, pour pouvoir recréer des données inexistantes ou proposer des données qui n'existaient pas là où on n'en a pas. Et d'utiliser par exemple les données qui étaient disponibles de la Wellcome Collection, qui mêlaient des images et du texte pour entraîner des modèles multimodaux combinant texte et image sur le modèle de ce que vous avez aujourd'hui de DALL-E par exemple, qui permet du tout de générer automatiquement des images ou d'écrire automatiquement des images grâce à des modèles qui ont été entraînés à la fois sur le texte et l'image. Donc d'utiliser ces outils-là pour créer des métadonnées nouvelles là où elles manquent. Et là, je vais vous parler alors, en particulier d'un
d'un cas d'étude dans ce projet-là, qui est la question de la mise en page. Puisque, comme je vous le disais, on s'est rendu compte, enfin, un des enjeux de ce projet, comme le projet précédent, c'était de pouvoir collecter des données et des images qui étaient de sources extrêmement variées et qu'il fallait pouvoir réunir dans une même base de données. Et pour ça, étant donné qu'on voulait là aussi observer la circulation des images entre les archives et les images qui étaient publiées dans la presse à l'époque, il fallait qu'on soit capable d'extraire les images de ces différents objets. On avait aussi des livres et de les réutiliser. Et on a eu beaucoup plus de problèmes, par exemple, que dans le projet de boîte à outils d'intelligence artificielle dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que les différences entre les types de mise en page des objets qu'on avait devant nous étaient bien plus grandes que ce qu'on avait pu voir auparavant, puisqu'on avait à la fois des périodiques internationaux, donc français, anglais, allemand, on a même quelques périodiques japonais. On voulait aussi aller voir dans un empan très large d'un point de vue euh, géographique et qui était aussi qui est évolutif d'un point de vue chronologique, puisque même le même journal, parfois, on va voir une évolution très rapide, surtout à ce moment où la photographie prend de plus en plus de place dans les médias, une évolution très rapide de la manière dont les images sont mises en forme, mises en scène, et en particulier avec des mises en page de plus en plus complexes, comme celle que vous avez à gauche, mais il y en a, voilà, ça peut aller encore beaucoup plus loin, je vais en montrer quelques exemples, avec des images qui se chevauchent, des légendes qui vont être à droite, à gauche, en dessous, au-dessus, et des objets donc, qui sont extrêmement hétérogènes dans leur composition elle-même. Donc il fallait qu'on puisse reconnaître automatiquement la place de ces différentes illustrations pour entraîner des modèles et extraire les images. Euh, voilà, là vous avez quelques exemples des différences entre des pages relativement simples dans certains corpus, comme celle en bas à droite, où vous voyez c'est relativement facile de comprendre, et puis des images plus ou moins complexes avec ces mêmes phénomènes de chevauchement dont je vous parlais. Et puis toujours le problème quand même, c'est la place des relations entre texte et image. Vous voyez que ça peut être relativement simple avec des légendes en bas, toujours au même endroit, et puis on peut avoir des formes de mise en page très expérimentales ou inventives ou décoratives où on ne peut pas savoir à l'avance exactement comment la mise en page va être faite. Et donc, ce qu'on s'est demandé, c'était comment est-ce qu'on pouvait essayer d'automatiser en maximum cette question-là. Et donc, on est parti, en fait, plutôt que de se dire on va créer un seul modèle qui va être applicable à la totalité des pages, ce qui est souvent le cas il y a déjà différents projets qui sont attaqués à cette question de la mise en page, hein. Le gros problème, c'est que la plupart des projets qui s'intéressent à la question de la mise en page travaillent sur des mises en page qui sont extrêmement standardisées, puisque, par exemple, les différents modèles qui sont utilisés aujourd'hui, c'est en grande partie des modèles qui ont été entraînés pour reconnaître la mise en page sur des articles scientifiques d'aujourd'hui. Et ils fonctionnent à merveille sur les articles scientifiques d'aujourd'hui, mais quand on les met sur des pages comme celle que je vous ai montrée, ça ne fonctionne absolument pas. Et l'autre problème, c'est qu'il y a une approche un petit peu maximaliste. On construit un seul modèle qui doit être appliqué à la totalité des pages. Or, ce dont on s'est rendu compte, c'est que en réalité, la mise en page d'un périodique, elle est complètement hétérogène. Toutes les pages ne sont pas mises en page de la même manière, mais on avait des cultures de la mise en page qui faisaient que chaque page, en fonction du lieu dans lequel elle était dans le périodique, avait des matrices de mise en page différentes. On ne met pas en page de la même manière, une première de couverture, une quatrième de couverture, des pages centrales comme ici, où très souvent les pages centrales, on en profite pour faire des espèces de panoramas, et des pages d'articles, des pages de publicité, etc., etc. Donc l'idée qu'on a eue, c'était plutôt que de simplement proposer un modèle qui allait pouvoir être appliqué à toutes les pages, c'était de commencer par classer les pages, essayer de faire une histoire de cette mise en page différenciée selon les différentes pages du modèle. Donc on a réutilisé un outil qui n'était pas destiné à ça au départ, qui est Pixplot, qui est un outil qui a été développé, que je ne vous dise pas de bêtises, par quelle université, je ne sais plus, bon, c'est pas grave, vous pouvez. Yale, merci, qui permet justement de traiter les images par similarité, et donc de présenter une espèce de continent des images
où les images qui sont les plus semblables graphiquement vont se retrouver au même endroit. Donc on a fait ça sur une partie du corpus de manière à pouvoir faire émerger des grandes typologies, des grandes catégories de mise en page euh, pour créer des modèles différents d'extraction des images. Et ça nous a permis de reconnaître par ce biais-là 8 grands modèles de mise en page. Alors évidemment, cette question, elle peut être problématique parce qu'il y a déjà évidemment des historiens de la presse qui ont travaillé sur les typologies de mise en page, mais d'un point de vue le plus souvent qui était celui justement de l'histoire, de l'historien, et pas de celui de l'utilisation technique en fait de ces objets, de l'utilisation pratique dont on a besoin. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour nous de faire une typologie complètement parfaite intellectuellement et qui nous satisferait. Il s'agit de faire une typologie qui fonctionne sur nos outils. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que cette typologie, elle va forcément être hétérogène et elle va forcément mettre en œuvre des valeurs, des problèmes et des questionnements qui ne sont pas au même niveau, si vous voulez, entre un niveau, est-ce que c'est une page de publicité ou de texte ou de couverture, est-ce qu'il y a une ou deux ou trois images. On voit que intellectuellement, ce n'est pas satisfaisant de différencier page de publicité, qui est plutôt une question thématique, avec deux ou trois images, qui est plutôt une question de composition. Mais en réalité, on se rend compte que c'est ça qui fonctionne le mieux et que c'est sans doute ça qui fonctionnait aussi de manière pratique pour les personnes qui mettaient en page ces ouvrages. C'est-à-dire qu'eux, ils n'étaient pas dans ils ne voyaient pas leur objet en se disant de manière très intellectuelle, voilà, je vais choisir selon le contenu exactement, quel type de mise en page je vais faire. Ils avaient eux aussi cette approche pratique qui agglomérait différents problèmes, différentes approches, différents points de vue qui n'étaient pas forcément articulés de manière logique, mais qui leur permettaient de faire leur métier. Et donc, ça nous a permis donc, de faire cette reconnaissance pour la typologie après de ce qui ressort. Et on a utilisé, une fois qu'on avait sélectionné un certain nombre d'images pour chaque catégorie, avec un algorithme de classification, on a pu très facilement, avec un taux de reconnaissance extrêmement élevé, euh, catégoriser chaque page de manière à se dire, voilà, maintenant on a des ensembles de corpus qui sont beaucoup plus homogènes que ce qu'on avait auparavant, et on va pouvoir construire des modèles pour extraire les images. Et du coup, la construction des modèles d'extraction d'images était beaucoup plus facile et les résultats étaient bien plus satisfaisants que si on avait un seul grand modèle qui allait permettre d'extraire la totalité des pages. Euh, je me perds pas. Alors, là derrière, on a utilisé là aussi un logiciel et des algorithmes qui existaient déjà, hein, parce qu'on s'est rendu compte après les différentes utilisations et expérimentations qu'il y avait des choses qui fonctionnaient plutôt bien. Et donc, pour extraire les illustrations elles-mêmes, on utilisait un modèle qui s'appelle Layout Parser, qu'on a réentraîné par nous-mêmes à partir des différents modèles qu'on lui avait donnés et qui nous a permis d'avoir des résultats relativement satisfaisants, y compris sur des images extrêmement complexes comme celle-ci. Ce qu'il y avait d'intéressant aussi, bon, on a aussi pu passer sur de la détection d'objets. Là, vous voyez, même sans extraire les images elles-mêmes, on a déjà des résultats assez intéressants avec des outils pré-entraînés pour reconnaître le contenu des images. Parce que c'est évidemment le but derrière, c'est aussi de pouvoir créer, générer des tags, des étiquettes automatiques de manière à ce qu'on puisse savoir dans telle image il y a des soldats, dans telle image il y a des canons, dans telle image il y a des chevaux, etc., etc. Euh, Bon, alors je vais passer là-dessus parce que ça va être un petit peu compliqué. Je vais juste terminer peut-être sur cette question. Comme je disais tout à l'heure, c'est le fait que derrière les aspects simplement techniques, ça a eu des conséquences aussi sur l'analyse historique de ces objets-là. Et on a pu proposer une certaine vision de la culture de la mise en page à cette époque. Cette question de la mise en page, en fait, ça nous a amené à reconsidérer en profondeur les travaux sur les images et en particulier sur les photographies dans les magazines. Alors, c'est une question qui a déjà intéressé plusieurs chercheurs, en particulier un chercheur qui s'appelle Tom Gretton, qui a publié un article sur la page de périodique comme surface dessinée, et il a déjà montré à quel point l'analyse de la page comme objet produit par un dessin conscient pose des problèmes très importants en matière d'intentionnalité et doctorialité, par exemple. Parce que ce que signifie ce genre de mise en page, c'est qu'on ne peut pas dire on a simplement un auteur pour telle image. En réalité, elle est le résultat de l'accumulation et l'agglomération de tout un ensemble de pratiques qui vont depuis
le photographe, qui, même lorsqu'il prend sa photo, réfléchit à la manière dont la photographie va pouvoir être mise en page par collaboration avec les personnes qui vont réutiliser son image dans la presse, jusqu'à les rédacteurs en chef, les directeurs artistiques qui pensent les pages comme des objets globaux qui doivent montrer quelque chose aux lecteurs et qui ont une certaine, qui ont leur effet non seulement par le contenu textuel et le contenu graphique, mais qui ont aussi un effet matériellement par la mise en page. Et donc, ça nous a amené à développer, là, vous voyez les quatre grandes logiques de construction de la mise en page en fonction de la manière dont interagissait en fait le texte et l'image, avec une logique plutôt narrative liée à une série d'images en gris qui forment un dispositif narratif ou comparatif. Et là, on voit très rapidement que dès qu'on met les images sous cette forme-là, la matrice devient une espèce de série temporelle ou thématique. On avait la logique décorative, où il s'agit plutôt d'encadrer l'image, où on a des formes qui font des éléments architecturaux sur la page, avec des effets de symétrie ou d'asymétrie, comme dans la deuxième image. On avait la logique illustrative, où il s'agissait ici de montrer la juxtaposition entre le texte et l'image, de manière à ce que l'image soit considérée comme un apport et complémentaire par rapport au texte, et la logique qu'on a appelée spectaculaire, avec des collages, où ici, les images ne fonctionnent absolument plus de manière singulière, mais elles fonctionnent de manière synthétique par la mise en scène extrêmement, comme on disait, extrêmement spectaculaire pour le lecteur, qui fait que ce n'est pas chaque image individuellement qui fonctionne, mais c'est le tout, et où le texte est quasiment inexistant à ce moment-là. Et on voit bien à ce moment-là que si on veut comprendre le sens d'une image, on est obligé de voir dans quel type de logique elle s'insère, dans quel type de relation elle s'insère avec le texte, et que la presse de l'époque produit des matrices de compréhension, de programmation des lectures extrêmement complexes, qui ne peuvent pas être oubliées si on veut comprendre comment fonctionnaient les images et à quoi elles servaient à l'époque. Ce que ça nous a montré aussi, alors je vais passer un petit peu rapidement, c'est que voilà, alors le fait de pouvoir utiliser aussi des outils numériques permet très rapidement de pouvoir extraire ces différentes formes de mise en page, de les mettre en série. Tom Gretton avait déjà fait ça à la main en fait pour étudier certaines mises en page, mais là on peut le faire de manière systématique pour les centaines de milliers de pages qu'on a. Donc on peut voir des évolutions sur l'utilisation de tel ou tel type de mise en page, par exemple, beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus large que ce qu'on peut faire lorsqu'on le lit de manière singulière. Ce dont on s'est rendu compte aussi, qui nous paraissait intéressant, c'était le lien justement entre l'histoire de l'utilisation des images photographiques et l'histoire de la mise en page. Ce qu'on a vu, on travaille aussi beaucoup avec des albums photographiques qui ont été produits par les différentes personnes qui ont collaboré à ces guerres, en particulier des soldats. Il y avait aussi des albums qui étaient des albums officiels de régiments, par exemple, et qui parfois sont d'ailleurs reproduits directement sous forme de périodiques ou d'albums imprimés. Donc on a certains albums imprimés aujourd'hui, enfin, qui étaient imprimés à l'époque, qui reprenaient tout simplement un album existant. Ce dont on a rendu compte, c'est que cette culture de l'album photographique préexistait à l'utilisation de la photographie dans le périodique, et que la mise en page dans les albums photographiques offrait déjà en fait un cadre d'utilisation et de construction et d'insertion d'images différentes qui devaient être reliées entre elles sur cette surface de la page, sur cette surface de l'album. Et donc en fait, la culture de la mise en page des périodiques illustrés par la photographie à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, elle hérite de cette culture de la mise en page des images photographiques, ce qui nous invite aussi à considérer que l'image photographique, elle n'existe jamais par elle-même. Elle existe toujours dans le cadre de la manière dont elle peut être utilisée médiatiquement sur des pages d'albums. Et donc, pour comprendre la culture photographique, et celle qui se met en place en particulier à cette époque, on est obligé de partir de cette culture de l'album, de cette culture des mises en page, et comprendre que l'image isolée, elle n'existe pas. L'image isolée telle qu'elle, elle existe aujourd'hui dans les archives, dans les boîtes, parce qu'on les met, mais le plus souvent, les gens, lorsqu'ils utilisaient la photographie, elle était toujours collée, mise en scène et articulée avec d'autres images ou avec d'autres objets, en particulier textuels.
Euh, voilà, donc, pour conclure très rapidement, puisque je vois que j'ai un petit peu dépassé le temps qui m'était imparti, euh, je dirais simplement que euh, enfin, ce que j'espère pouvoir avoir montré, c'est que les outils d'intelligence artificielle vont vraiment permettre de reconfigurer l'accès aux archives numérisées, proposer de nouvelles formes d'exploration des traces du passé, en construisant ce qu'on pourrait appeler des modèles de mémoire artificielle de la culture. Puisque l'accès aux données historiques, archivistiques, culturelles est conditionné aujourd'hui par la structuration des données issues des pratiques bibliothéconomiques traditionnelles et par les architectures des plateformes de consultation qui fonctionnent essentiellement avec des moteurs de recherche qui fonctionnent par mots-clés multicritères. Ces outils ont déjà permis de circuler de manière nouvelle dans les fonds qui étaient restés longtemps opaques. Hein, quand on va sur une bibliothèque comme Gallica, par exemple, ou comme Retro News, et qu'on peut chercher un mot et voir tout de suite les centaines de fois où il a été utilisé dans tel ou tel article à telle époque, c'est déjà une ouverture fantastique. Mais là, avec ces outils, on, a, on est toujours, on doit toujours faire face aux mauvaises qualités d'autorisation, à l'absence d'autorisation, au manque de description des images d'archives, aux erreurs de segmentation des documents historiques complexes, à l'absence de certaines métadonnées. Euh, et donc, l'écueil, comme je le disais tout à l'heure, il se situe dans la perte de connexion entre les objets. Les systèmes de classification thématique, de description de contenu, organisent en partie les collections, mais selon une logique archivistique. Alors que la mémoire repose sur une structuration réticulaire dynamique. Les souvenirs ne sont pas des contenus conservés dans les esprits, mais des réseaux dynamiques, des engrammes qui permettent la régénération des souvenirs. Notre mémoire est organisée par des similitudes formelles par des phénomènes de corrélation nés du hasard, par des analogies, et surtout par la sédimentation et l'amalgame d'expériences similaires qui consolident nos propres réseaux neuronaux, qui consolident des parcours ou qui en font disparaître certains. Et c'est précisément cette structuration mémorielle de l'être humain qui permet la densité informationnelle, qui permet des mises en relation d'objets extrêmement complexes et des formes de généralisation ou de conceptualisation. Or, justement, l'archive dans l'institution, elle est en attente de cette mise en contexte et l'IA a le potentiel, je pense, pour reconfigurer cet accès aux archives, pour créer des modèles de mémoire artificielle de la culture, pour les modéliser de nouvelles manières. Et on pourrait considérer comme ainsi la numérisation et les outils d'exploration de ces corpus comme des manières d'automatiser les processus cognitifs, de produire des mécanismes mémoriels artificiels. Et les outils numériques peuvent être vus comme des moyens heuristiques de recréer du lien dans les archives, de permettre plus facilement de les rattacher à nos propres interrogations, de déconstruire l'archive pour en proposer une autre approche. Je vous remercie.